Bonsoir à toutes et à tous. Alors moi, je suis ravie parce que je ne connaissais pas cette opération et je ne connaissais pas cet artiste. Bien qu'il y ait déjà des critiques d'art tout à fait honorables qui se sont penchés sur son travail. J'ai l'honneur d'être présidente de l'AICA, Association internationale des critiques d'art, section France, qui comporte 550 signatures parmi des signatures très connues et beaucoup de jeunes signatures. Et j'ai vu qu'elles s'étaient penchées sur votre berceau. Donc c'est très bon signe. D'autre part, quand je suis arrivée, j'ai eu le réflexe d'un critique d'art. C'est-à-dire que le premier réflexe d'un critique d'art, c'est de se planter devant une œuvre le plus en vrai, hein, c'est inestimable après les mois de confinement qu'on a eu, et de marquer sur son petit carnet, c'est pour ça qu'ils ont toujours des petits carnets, les critiques d'art, tous les mots qui vous viennent devant une œuvre. Alors, bien écoutez, je vais vous faire l'exercice et je voudrais que vous me lanciez des mots qui vous viennent devant cette œuvre. Je peux vous aider, je peux déjà dire dynamisme. Ensuite. Relief. Oui. Jeux vidéo. Jeux vidéo, oui. Jubilatoire. Jubilatoire, oui. Pixel. Pixel, bien sûr. Femme. Femme. Super femme. Mythologie, on a dit. Mythologie, oui. Tout ce qui vous traverse la tête. Feu. Feu. Les cheveux. Et les coups de feu. Et les coups de feu, d'accord. Quoi d'autre? La guerre. La guerre, oui. Les ravages de la guerre. Dans les formes. Quoi d'autre? Piercing. Pardon? Piercing. Piercing? Ouais. Oui, bien sûr. Un peu punk? C'est un peu destructif. Oui, un peu punk, oui. Dans la forme, est-ce un tableau? Bas-relief. Bas-relief, oui, je suis d'accord. Parce qu'il y a du relief. Et puis, il y a quand même une production intéressante. Comment s'est fabriquée cette image? Couture. Couture? Cuir, patchwork? Couture, patchwork. Et puis, est-ce qu'on a de l'acrylique? Est-ce qu'on a de l'huile? On a quoi? Technique mixte, on appelle ça. Technique mixte. Alors, la technique mixte, c'est un bon dos. Ça veut tout dire, mais c'est très pratique. Multimédia ou technique mixte. Donc là, on est dans la technique mixte. Et eh bien, faites-moi un petit peu une liste de ce que vous voyez comme matériaux. Le crocodile. Le crocodile, cuir, oui. Oui, ganache, oui. Canevas, oui. Et ça, alors, vous avez une petite idée? Sable, sable, oui. Il y a du cuir et puis il y a du plastique. Hein. C'est ça aussi? Et de la bâche. Et de la bâche. Donc voilà un artiste qui se permet de créer sans mettre la main dans la peinture ni de se servir de pinceau. Il y a quand même un peu de pinceau. Il n'y a pas de toile blanche, ça c'est sûr. Non. Où est le pinceau? Bah pour peindre quand même, je sais pas, c'est parti là. Si, il y a un peu de peinture. Quand même. Il y a des motifs. Non, je peins un peu quand même. Mais je ne suis pas, je me considère pas comme peintre à proprement parler. Je peins pas à partir d'une toile blanche sur châssis. Alors, à partir de quoi vous peignez? À partir de quoi vous constituez, vous réalisez une œuvre comme celle-ci? Je pars de dessins, de croquis, et ensuite je reporte ces personnages pour faire ces patchs, et ces patchs ensuite je les positionne dans un univers. Il y a quelque chose de presque de l'ordre du jeu vidéo où je crée un personnage et j'essaie de constituer une sorte de monde virtuel donc à partir de pixels, les éléments de décor, et je fais évoluer ce personnage dedans. Donc, il y a toujours une idée de mouvement. Là, c'est une femme qui est en mouvement quelque part. Donc, on imagine qu'il y a presque un décor qui se déroule sous ses pas, en fait, sous son mouvement. Alors, nous avons affaire à un jeune peintre qui a un CV déjà bien rempli, à 35 ans, enfin bien rempli, qui est très bien parti. Vous avez étudié à Londres, à la St. Martin's School.
Votre première exposition, j'ai vu qu'elle a été faite en Corse en 2012. Ouais, une des premières, ouais. Ouais. Enfin, c'était au musée Napoléon à Ajaccio. Comment ça se fait? Il y a eu un peu de piston. Il y a eu un peu de piston. C'est parce que vous vous appelez Murat. Oui, je pense que ça a aidé. Et vous êtes à la galerie Suzanne Tarasiev depuis 2019, qui est une grande découvreuse de talent. Très contente d'avoir Lucien. Alors, un critique d'art aussi, quand il voit une œuvre pour la première fois, il se dit, ça me fait penser à quoi? Je suis désolée, mais c'est un réflexe. Il y a deux choses qu'on se dit. On se dit, ça vient d'où? Ça sort d'où? Ça vient d'où? Alors, on imagine que l'influence est plutôt dans la culture populaire. Quelle est-elle précisément? Beaucoup la bande dessinée, Ouais. manga, jeux vidéo, ouais, principalement ça. Après, mythologie, beaucoup de mythologie, même dans les formes de tableaux classiques, les constructions, le canevas, très kitsch, enfin, tout ce qui touche à cet art très populaire. Il y a eu un mouvement aux États-Unis qu'on connaît peu en France, pattern et décoration. Vous le connaissez? Non. Dans les années 80, qui n'a pas beaucoup fait parler de lui ici en France, mais qui aussi travaillait le patchwork et le canevas. Évidemment, c'est une tradition américaine, le patchwork, dans la culture américaine. Quilt aussi. Pattern. Je sais pas, moi je connais le quilt anglais aussi. Bien sûr, bien sûr. Et vous avez, vous exposez en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, et vous avez été récompensé en 2015 du prix Arte Beaux-Arts Magazine. Et ça vous a beaucoup aidé à vous faire connaître. Oui, ça m'a sorti du ruisseau. Non, ça m'a donné de la visibilité. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Suzanne. Qui lit les magazines d'art? Suzanne lit les magazines. J'ai rencontré Lucien grâce à un grand collectionneur, Stéphane Janssen, qui n'est plus de ce monde, mais qui est un homme formidable. Et venant de lui, quand il m'a dit que je devrais regarder le boulot de Lucien, j'ai regardé. Parce que beaucoup de monde me dit de regarder les boulots, mais je suis aveugle à force. Je regarde que certains boulots. Oui. Oui, il y a des gens que vous écoutez plutôt que d'autres. Non, mais c'est la première fois que j'ai été voir Lucien, m'a intrigué, m'a étonné, donc c'était très bon signe. Ça a échappé aux choses ordinaires. Et donc petit à petit, je suis rentrée dans son travail et je trouve que c'est un garçon qui a tout le talent. Vous avez commencé par détester aussi. Oui. Vous avez commencé par détester aussi. Oui. C'est comme beaucoup de gens d'ailleurs. C'est un leitmotiv. Ah bon? Mais je suis habitué, donc c'est pas grave. Moi, je n'ai pas dit que du tout j'ai détesté. Au contraire, je me suis dit, tiens, il y a de l'énergie qui revient. Il a quelque chose à voir. C'est une sorte de, comme ça, il y a une influence ou pas. Mais moi, ça me fait penser à Di Rosa, ça me fait penser à Hérault, ça me fait penser à ces gens qui ou se servent de la culture populaire, ou bien, comme Hérault, télescopent les informations. On a cette idée aussi chez vous de télescopage des informations, aussi bien le féminisme que l'écologie, les problèmes d'écologie. On sent que vous, comment dire, vous digérez tout ça et vous allez le retraduire avec votre langage. Il a vraiment créé son monde personnel aussi. Oui, c'est ce que je dis. Je dirais qu'en fait, c'est plus aussi l'idée de créer une mythologie pour parler des choses, dans un monde qui est quand même très complexe, dans un monde qui est parfois difficile, mais aussi dans un monde post-internet, c'est-à-dire qu'avec une sorte d'inframonde, un monde digital qui est en expansion, qui est difficilement compréhensible. Et la mythologie, ça reste toujours le moyen pour expliquer l'inexplicable de façon très simple, presque académique et scolaire. Et je crée ma petite histoire pour essayer de comprendre. Et avec des personnages, je les mets dans ces univers et ils explorent ce monde post-internet avec toutes ces complexités. Alors, on m'a dit que vous écriviez très bien. Est-ce que vous écrivez des récits, justement mythologiques, qui influencent vos compositions? J'écris des petits textes ou parfois des sortes de petits poèmes en prose qui me permettent de poser mes idées, poser un état d'esprit. Mais ça me donne un cadre.
c'est à partir de ça, donc j'ai ma petite histoire et avec mes personnages, je suis l'histoire. C'est très simple. Ouais. Vous êtes dans la fiction. Dans le récit, ouais. Ah, Ouais, dans le récit, il y a quelque chose de très énergique, quelque chose de très épique. C'est pour ça que dans mon travail, il y a toujours cette idée de mouvement, d'une action qui est en train de se dérouler, mais pour vraiment traduire ce monde qui est en évolution, qui est en mouvement permanent, en expansion. Donc j'essaie de traduire, donc c'est pour ça que j'emprunte beaucoup à la bande dessinée, au manga, qui arrive à retranscrire finalement par des images statiques un mouvement et le mouvement d'une histoire, qui n'est pas juste un storyboard. C'est vraiment l'idée de voir des personnages qui évoluent, qui bougent. Oui, l'idée du mouvement aussi est très bien traduite. L'idée du mouvement est très bien traduite avec les pixels. Et puis il y a une autre chose, c'est que vous débordez du cadre. Hein, là, ça explose dans tous les sens. C'est en expansion, quoi, ça bouge. Ouais. Alors, comment vous avez réagi à la proposition de Jean-Luc et Françoise Deschéry? C'est pas tous les jours qu'on vous propose carte blanche comme ça. Alors, moi j'étais très content et je les remercie chaleureusement parce que ils ont déjà fait confiance, ils ont eu confiance dans mon travail, ils avaient déjà acquis une pièce. Mais ensuite, c'est vrai que quand on me dit tu vas travailler avec une marque, je me dis toujours, mais ils ont vraiment regardé le travail. J'ai toujours cette appréhension. Je me dis, mais bon, ça va être encore vraiment ma bonne éducation va ressortir et je vais devoir être très poli et dire oui. Et en fait, pas du tout. Là, j'ai proposé une idée, on me dit c'est génial, vas-y. Absolument à aucun moment j'ai eu une intervention dans le travail. J'ai vraiment une liberté totale et vraiment je les remercie vraiment beaucoup pour ça. Alors, par quel bout vous avez pris cette proposition open maximum, très open large? Je suis parti de la matière. J'ai commencé par aller voir l'usine en fait, pour voir déjà ce que faisait la marque, comment elle travaillait, voir vraiment les ouvriers. Et ensuite, ils m'ont ouvert la salle des matières et des cuirs, qui était la caverne d'Ali Baba. Donc là, j'ai un peu pu choisir ce que je voulais. Oui, mais en sachant, vous aviez déjà fait un petit dessin avant? J'avais déjà une idée. Je voulais vraiment travailler sur cette idée de femmes en mouvement, qui avancent, quelque chose une sorte de super femme. Femme puissante, comme on dit aujourd'hui. Mais non, héroïne. Non, mais parce que là, c'est la question un peu tendance. Il faut que je fasse attention à ce que je vais dire. Non, mais voilà, j'ai été élevé par une femme forte, je travaille avec une femme forte, j'ai fait ma vie avec une femme forte. Donc c'est vrai que pour moi, la notion de femme écrasée, c'est assez abstrait, oui. Donc je voulais créer cette femme, donc je voulais plutôt créer une femme qui renvoie une sorte de miroir de masculinité. C'est-à-dire que là, je l'ai faite hyper féminine, avec presque trop d'œstrogène, donc il y a 3 seins, il y a comme ça 3 jambes, il y a quelque chose de très, très, très généreux dans la chair. Et en même temps, elle a presque des attributs qui sont masculins. Donc quelque part, elle renvoie un miroir aux hommes qui regardent cette femme, et quelque part, c'est leur image qu'ils peuvent percevoir. Je me suis demandé si elle avait un masque sanitaire. Non, c'est une sorte de home chevaleresque. D'accord. Ah bien. Alors, on est tous des chevaliers là en ce moment. Donc, vous arrivez dans l'usine, vous voyez ce trésor apparemment de chute de cuir. Oui. Ah oui, les couleurs, la poison, plein de choses. Donc ça qu'après c'est assez intimidant. Et puis aussi on peut pas. Enfin moi personnellement je voulais pas trop déranger non plus parce que les gens ils font un vrai travail. Vous voyez, faut être je voulais être assez précautionneux. Je me suis fait tout petit. J'ai demandé ce que je pouvais prendre. Puis en fait j'ai la chance aussi d'être équipé pour mon travail d'une machine à coudre qui est faite à l'origine pour le cuir. Donc pour eux, je pense que c'était une synergie parfaite. J'ai pris ma matière et après à l'atelier j'ai pu créer comme je voulais. Donc vous avez ensuite cousu parce que ça fait partie de votre façon de produire une œuvre.
Alors, pas tout à fait. En fait, moi, je ne couds pas, je ne sais pas coudre, donc je travaille avec. Avant, je travaillais avec ma mère qui faisait tout le travail pour moi, et maintenant, je travaille avec Jules qui m'aide pour la couture. Moi, je découpe, je colle, je mets, et à la fin, c'est assemblé. Mais non, j'ai pas cette. Quand vous dessinez au départ, est-ce que vous avez imaginé les couleurs ou ça vient avec les éléments que vous trouvez? Non, en fait, j'ai beaucoup de mal à travailler par projection en ayant une idée totalement définie. C'est vraiment c'est très empirique au jour le jour. C'est pour ça que ça prend beaucoup de temps à faire aussi. Je pense que j'ai pas une très bonne méthodologie. Oui, combien de temps faut-il pour faire une œuvre comme celle-ci? 2-3 mois, là, je pense. Oui, vous pouvez en faire beaucoup dans l'année, n'est-ce pas, Madame la galeriste? Moi, je laisse le temps. J'aime pas protéger les artistes. Le temps est important. Parce que après le temps, il n'y a plus de temps. Donc, il faut leur laisser prendre le temps de réfléchir, de penser, de créer. Oui, quand ils ne travaillent pas, ils travaillent. Voilà. On le sait bien, les artistes, c'est comme ça. J'avais une amie qui avait fait comme ça une formation dans les lycées où elle faisait venir en résidence un artiste. Et les élèves pouvaient venir le voir quand ils voulaient. Et ils voyaient que pendant des semaines, il ne travaillait pas. Et alors, ils expliquaient justement que c'est quand ils ne travaillaient pas, au sens où on l'entend, que les choses se passaient dans leur tête. Est-ce que vous avez aussi ce genre de... Est-ce que vous faites partie de ces artistes qui ont besoin de travailler tous les jours des heures entières, ou bien vous faites partie de ces artistes qui ont besoin de ne rien faire pendant 2 mois, par exemple? Alors ça marchait avant d'avoir des enfants. Non, il n'y a plus qu'à l'atelier où je peux travailler vraiment sereinement, avoir l'esprit libre. Donc l'atelier est devenu un refuge. C'est vachement une question dangereuse. C'est ma safe zone, on va dire. Non, mais après l'atelier, dans les ateliers, il y a des frontières, on passe dans un autre monde. Il y a quelque chose de sacré pour un artiste, l'atelier, ça c'est indéniable. Au niveau de la dimension, vous saviez que ça allait se trouver sur ce mur, cette œuvre, ou vous ne saviez pas où elle allait se retrouver? Parce que quand même, vous débordez du cadre, ça c'est sûr, mais jusqu'à un certain point. Si la dimension du mur m'a été rappelée maintes fois. Je suis sûr que ça va rentrer. Non, oui, si, j'avais la dimension du mur, et c'est pour ça que j'ai vraiment été jusqu'à la limite. Oui, je vois. Ça déborde. Ça déborde un peu, j'ai pas pu m'en empêcher. Pourquoi cette ombre si importante? Pour donner cette idée de mouvement, et aussi investir l'espace, enfin, vraiment faire une œuvre qui ne soit pas juste, donner une idée tridimensionnelle qui est assez présente dans le travail. Et pour finir, qu'est-ce que cette expérience vous a apporté? Est-ce que ça marque une étape dans votre travail, ou ça a ouvert une porte, quelque chose s'est passé? Moi j'adore ce genre de projet. Enfin, moi j'adore ce genre de projet parce que c'est toujours un moment où on peut expérimenter, essayer. Il y a moins d'enjeux qu'une exposition où on va forcément vendre. Non, mais la façon de faire les corps, le pixel, là, c'est assez nouveau, cette façon de faire quelque chose de plus lâché avec une matière. Donc ça, je pense que je vais continuer dans cette direction. Donc il faut du temps et de la liberté. Voir un artiste. Merci beaucoup en tout cas. Merci.